Archier et Seriex, l'entreprise du troisième type. Alors, qu'est-ce que nous disent ces auteurs? Eh bien, plutôt que de définir un modèle d'entreprise nouveau, appelé entreprise de troisième type, ils disent, voilà, si vous voulez définir un nouveau modèle d'entreprise, il va falloir partir des contradictions inhérentes aux entreprises tayloriennes et d'apporter des solutions à ces contradictions. Et c'est les réponses aux 7 contradictions du taylorisme qui vous donneront les bases d'un nouveau modèle d'entreprise qui s'appelle l'entreprise de troisième type. Donc c'est le contraire de la démarche précédente. C'est pas des principes de gourou. Si vous voulez, c'est une analyse en disant voilà ce qu'il ne faut pas être, et donc comment peut-on faire autrement. La démarche est très différente. Alors, quelles sont les contradictions du taylorisme? D'abord, il y a une contradiction entre les attentes des salariés et la qualité de vie au travail. De quoi veut-on parler? Eh bien que le salarié contemporain, il faut qu'il satisfasse ses besoins supérieurs dans son travail. Épanouissement, reconnaissance, etc. Et que la qualité de vie au travail dans l'entreprise taylorienne, eh bien, c'est le contraire de cela. Puisque on pratique des activités qui sont standardisées, parcellisées, etc. Donc, il y a une contradiction entre ce que veut le salarié moderne et ce qu'on peut lui proposer dans l'entreprise taylorienne. Entre l'économique et le social, effectivement, extrêmement performant d'un point de vue économique, le taylorisme, mais d'un point de vue social, extrêmement en avant, parce qu'on n'a pas de considération particulière pour les hommes. Les hommes, hommes et machines, même combat. D'ailleurs, on les substitue dans le sens de la machine à l'homme, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance particulière de l'humanité dans l'entreprise. Donc, performant économiquement, sous-performant socialement. Entre gains de productivité nécessaires et gains de productivité réalisés, on a vu que le taylorisme ou le taylorofordisme fonctionnait sur l'accumulation en permanence des gains de productivité, générer en permanence de nouveaux gains de productivité. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire pour que le système tourne. Et en fait, on s'aperçoit, pour différentes raisons, que très rapidement, les gains de productivité s'épuisent. Parce que les hommes résistent, parce qu'on ne peut pas diviser davantage le travail. Donc il y a plusieurs raisons, mais au bout d'un moment, les gains de productivité s'épuisent. On a dit que c'est ce qui avait en partie provoqué la perte de vitesse de cette organisation du travail. Entre gains de productivité et maintien de l'emploi, donc ça revient à l'idée en fait de performance économique et sociale. En fait, quand on demande dans l'entreprise moderne où la croissance est faible, c'est pour ça que je parle de l'entreprise moderne. En règle générale, aujourd'hui, les univers de croissance, les environnements de croissance économique sont très modestes. C'est ça qui change entre aujourd'hui et les 30 Glorieuses, si vous voulez. Bon, l'entreprise taylorienne a bien fonctionné pendant les 30 Glorieuses. Pourquoi? Parce qu'on produisait de plus en plus. Et en produisant de plus en plus, on arrivait à générer de nouveaux gains de productivité. Aujourd'hui, on demande toujours aux individus de réaliser des gains de productivité. Mais on est dans un environnement économique de très faible croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en général d'augmentation considérable de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les individus que de travailler leur productivité? Ça veut dire scier la branche sur laquelle ils sont assis. Travaille mieux, plus efficacement, tu seras dehors à la fin de l'année. En fait, c'est ça qu'on demande aux salariés aujourd'hui, quand il n'y a pas de progression de chiffre d'affaires, et qu'on leur demande d'adhérer à des objectifs de productivité. Il y aura trop de monde à la fin de l'exercice, nécessairement. Donc ça, c'est une contradiction essentielle. Je veux dire, les salariés ne sont pas idiots et se rendent tout à fait compte de cela. Entre flexibilité et rigidité, flexibilité rendue nécessaire par l'évolution des environnements d'affaires, j'espère que ça commence à bien rentrer, et rigidité liée à la nature même de l'organisation du travail. L'organisation scientifique du travail, elle est là
pour être permanente dans l'entreprise. Elle ne supporte pas les évolutions, il faut qu'elle soit pérenne. Et c'est évidemment le contraire des exigences de la flexibilité. Entre le rôle et l'image, très important. L'organisation du travail taylorienne, on l'a dit, elle est au centre de la réussite de l'après-guerre. Donc très importante. Quelle est l'image du taylorisme ? Totalement dégradée, parce que ce sont les hommes qui l'ont subi, le taylorisme, qui le racontent. Hein, donc il y a une contradiction. Système performant à un moment donné, mais en même temps avec une image extrêmement négative. Hein, c'est, en termes marketing, réfléchissez, un bon produit qui a une mauvaise image. Hein, l'inverse est mieux pour l'entreprise. Un mauvais produit qui a une bonne image. D'accord. Hein, donc là, il y a un véritable malaise. Alors. Et puis, la contradiction, très essentielle. On a déjà vu cette question. Hein, c'est notamment pour améliorer la performance et le développement des petites et moyennes entreprises. C'est à ce moment-là que nous avons vu cette question. Eh bien, la contradiction entre enseignement et entreprise. Alors là, la contradiction, elle est multiple. On n'enseigne pas l'entreprise à l'école. Ce que l'on apprend à l'école de l'entreprise, quand on apprend quelque chose, est très différent de ce qui se passe dans la réalité des entreprises. Enfin, le monde de l'éducation est d'une manière générale, pour des raisons historiques, idéologiques, politiques, hein, et c'est vrai en France, mais c'est pas que le cas français qui pose question, il y a souvent une mésentente parce qu'une méconnaissance entre les milieux éducatifs et les milieux de l'entreprise. J'allais dire, il y a une méfiance réciproque. Et donc, on prépare mal la jeunesse à occuper des fonctions d'entreprise. Et ça remonte évidemment à l'époque taylorienne parce que les enseignants étaient effectivement très concernés par ces conditions de travail très mauvaises qu'on rencontrait dans l'industrie. Et quand il parlait du taylorisme, il parlait de ça essentiellement. Donc ça a contribué aussi à jeter le discrédit sur la vie des entreprises et sur la notoriété générale de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi des contradictions évidemment à lever. Donc il faut enseigner l'entreprise. Il faut peut-être que des praticiens d'entreprise rentrent dans les écoles. Il vaut mieux que l'histoire soit racontée par les acteurs eux-mêmes plutôt que par des écrivains. Ça paraît beaucoup plus souhaitable sur la crédibilité de ce qui est dit. Donc, c'est en tous les cas un regard très intéressant sur le rôle de l'enseignement. Et on pourrait même dire que cette caractéristique, elle est liée aussi aux déficiences de l'appareil de formation professionnelle. Dans l'enseignement, il n'y a pas que l'enseignement initial. Il y a aussi la formation des hommes tout au long de leur vie active. Et là aussi, pour différentes raisons, notamment des raisons de financement, l'appareil de formation professionnelle dans les entreprises, il est pas très très performant, ou en tous les cas, il est vraiment améliorable. Vous savez qu'il n'y a qu'un tiers des salariés qui bénéficient de la formation professionnelle, et que ce tiers, c'est le tiers formé. Donc l'appareil de formation professionnelle en France, il contribue à cette chose absolument essentielle et magnifique, c'est qu'il accroît les inégalités de qualification entre les hommes. Plutôt que de faire rattraper, eh bien, on forme les formés et on ne forme pas les moins bien formés. Donc on accroît effectivement les différentiels de qualification et c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Bien, alors les entreprises du troisième type, eh bien, elles vont s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Tiens, on disait centré sur le client, ça tombe bien, le client est souvent à l'extérieur de l'entreprise. Donc centré à l'extérieur. Là, on est déjà dans une démarche systémique. Ce qui se passe dans l'environnement est essentiel pour la pérennité et le développement de l'entreprise. Notamment, on va s'intéresser de près à ce que font nos concurrents. Et puis, un peu plus loin que le bout du nez de nos clients, on va essayer de comprendre comment évoluent les marchés.
quelles sont les motivations, par exemple, de l'acte de consommation de nos clients. Hein, donc on va aller un petit peu plus loin que le porte-monnaie du client, si vous voulez. On va chercher dans ses valeurs, dans ses modes de vie, dans ses styles de vie. On va essayer de prédire l'avenir, de concevoir un modèle pour l'avenir. Très très important. Hein, donc l'entreprise, elle n'a pas essentiellement un problème technique. C'est pas l'atelier qui est le plus important. C'est pas ce qui se passe en son sein. Ce qui est important, c'est comment elle se conçoit dans un environnement beaucoup plus large. Hein, et après, ce qu'elle fait dans l'atelier, évidemment, est une réponse à sa présence dans l'environnement. Elles sont flexibles, évidemment, et s'adaptent rapidement au changement. On retrouve encore ce terme clé de la flexibilité. Hein, vous, quand vous rencontrez ça sur des théories très différentes, vous rencontrez effectivement des préoccupations identiques, ça veut dire que vous pouvez affirmer que la recherche de flexibilité, évidemment que c'est une problématique essentielle dans la vie des organisations. Chacun doit contribuer en fonction de ses qualités, c'est-à-dire qu'on doit effectivement utiliser, entre guillemets, les caractéristiques des individus au mieux. C'est dans l'intérêt même de l'entreprise, j'en ai pour mon argent, et dans l'intérêt du salarié, parce que lui, il va être valorisé précisément qu'on fasse appel à toutes ses qualités. Elles élaborent un projet partagé. Là, c'est l'idée de la communauté humaine qui doit être soudée par quelque chose en commun. C'est un projet. Alors un projet, c'est pas simplement de conquérir l'Amérique du Sud. Hein, c'est pas nécessairement un projet économique. Mais ça peut être, on va décider une bonne fois pour toutes que c'est nous qui allons donner le ton de l'innovation dans notre secteur, tout le temps. Nous allons être les innovateurs du secteur. Ça, c'est un joli projet. Elles ont pour objectif la vitesse et la qualité. Alors ça, c'est deux attributs essentiels. Hein, c'est celui qui sera le plus vite. Par rapport à une perturbation, c'est particulièrement évident. C'est celui qui apporte le premier la réponse à la perturbation qui va rafler la mise. Hein. Sur les nouveaux marchés, souvent les premiers entrés sont les leaders, pas toujours. Hein, mais souvent les premiers entrées sur un nouveau marché sont les leaders. Donc vitesse, qui est essentielle, et puis qualité. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, nous disait-on quand nous étions petits. Eh bien, ça veut dire que la vitesse et la qualité, ça fait pas forcément bon ménage. Hein. Et donc souvent, on est dans le compromis. J'ai pas dit la compromission, j'ai dit le compromis entre vitesse et qualité. Hein. En fonction des problèmes rencontrés, des fois, il va falloir être plus vite, c'est ça l'essentiel, au détriment de la qualité maximale. Et puis, il y a d'autres fois, on pourra s'accommoder d'un peu moins de vitesse ou d'un peu plus de lenteur, mais par contre, il va falloir travailler la qualité. Alors, vitesse et qualité, ça suppose déjà, d'un point de vue structurel, eh bien, la mise en place, un peu comme nous l'ont appris nos amis japonais, hein, une structure organisationnelle qui soit plate et décentralisée, c'est-à-dire que les décisions, elles soient prises là où les problèmes s'expriment. Hein, c'est ça, effectivement, qui permet la vitesse de la bonne décision et la qualité de la décision. Elle s'appuie, ces entreprises performantes, sur les contributions de tous et valorise le personnel par un travail utile et intéressant. Chacun contribue en fonction de ses qualités, ça vient compléter un peu cette proposition, mais l'idée, c'est... Voilà, les gens doivent être rassemblés, on participe tous au but commun. Hein, cette culture-là, qu'on ait un maillon ou une étape ou un élément, somme toute indispensable, dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Travail utile et intéressant. Ouais, il faut essayer de... C'est pas toujours possible, mais il faut essayer d'améliorer en permanence les contenus du travail du personnel pour que le personnel ne s'ennuie pas, pour que le personnel ne rentre pas dans des routines d'exécution, hein, et pour que les gens
puissent mobiliser d'autres compétences. Elles ont à leur tête un manager, donc un petit mot sur le manager, qui a pour mission de valoriser le potentiel du personnel pour accroître son efficacité à l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Une des missions essentielles du dirigeant, c'est précisément sa force d'impulsion, d'entraînement de ses troupes. Donc là aussi, on est sur une fonction essentielle qui avait été affirmée tout à l'heure par Drucker, de motivation, de communication auprès du personnel. 6 mots-clés résument l'état d'esprit du management dans l'entreprise du troisième type. Écoute. Écoute multiple. Écoute de l'environnement. Écoute du bruit du monde qui change. Mais écoute aussi, en interne, en local, ce que dit son personnel. Il y a le fondateur d'ailleurs, et le patron charismatique de Danone, Antoine Riboud, qui avait mis au point une méthode de management particulière qui s'appelait le management par écoute et par rencontre. Le maire. Et ce monsieur disait, patron exceptionnel, disait, voilà, moi je passe les 2 tiers de mon temps à discuter dans mes différentes usines avec mes salariés. Et alors à l'époque, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'un patron d'entreprise n'a pas autre chose à faire de mieux, de plus valorisant, de plus intéressant, de plus créateur de valeur que de discuter avec les gens ? Il disait, effectivement, il pensait élaborer la stratégie, régler les questions financières, les grosses questions financières. Voilà, c'est les missions traditionnelles qu'on a à l'esprit quand on évoque un dirigeant. Et lui, il expliquait pourquoi. Il disait non, moi, en allant parler aux ouvriers, parce qu'il n'avait pas parlé aux cadres, ou pas essentiellement aux cadres, il allait dans les ateliers parler aux gens. Il a immédiatement des remontées de problèmes extrêmement importants, ou qui vont le devenir, dont il n'aurait jamais eu vent par la ligne hiérarchique. Parce que la ligne hiérarchique n'a pas forcément intérêt à parler de ses problèmes à son patron. Il y a plein de trucs qui remontaient. Outre le fait qu'effectivement, en termes d'implication, d'appartenance à un collectif, évidemment, quand votre patron qui dirige une entreprise de 10 ou 15 000 salariés, je ne sais pas, il vient vous serrer la main, puis passer 5 minutes avec vous, discuter comment ça va sur le poste de travail, quels sont vos problèmes, c'est quand même assez valorisant. La reconnaissance, elle est quand même là, quoi. Et derrière, il y avait tout un travail de fond qui était fait par rapport à cette remontée d'informations. En fait, ce qu'il disait pour la stratégie, il avait un staff qui faisait très très bien les choses. Il lui donnait la direction, et puis il y avait des gens très très compétents derrière qui lui montaient une stratégie béton. Par contre, les informations sur l'état d'esprit des salariés, les reproches qu'ils avaient à faire à l'entreprise, ou au contraire ce qui allait bien, ça lui revenait jamais, quoi. Donc, pour vous dire qu'effectivement, l'écoute, c'est quelque chose de très important. Alors, on va peut-être pas tomber dans le travers de Riboud, mais parce qu'aujourd'hui, la vie des dirigeants d'entreprise, c'est aussi bien accéléré. Mais il faut passer un temps important à écouter les gens. Les écouter ne veut pas dire forcément les entendre. Et les écouter ne veut surtout pas dire leur apporter systématiquement satisfaction. On est bien d'accord. Les écouter, c'est être au courant d'eux. Après, ce que l'on fait de cette information, c'est un autre problème. Évidemment, si on écoute et que ça ne débouche jamais sur rien de concret, on ne va plus venir vous parler. C'est effectivement une limite au système. Mais il faut séparer les problèmes. Il faut être au courant d'abord, donc écouter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? C'est un autre problème. Dialogue, écouter, échanger, expliquer, convaincre. Les hommes, ils ne travaillent plus par la contrainte. Tu vas faire ça parce que je suis ton chef hiérarchique. Enfin, si, mais c'est tellement mal fait. Les gens, ils traînent tellement les pieds quand on les manage de cette façon-là. Alors que si
on discute et on arrive à les convaincre du bien fondé, ça se passe tout seul. Humilité. Très très important. Le patron doit se mettre vraiment, il doit se dépouiller de son statut, de son autorité hiérarchique. Il doit être le plus simple possible. Les anglo-saxons font très très bien ça. Hein, vous allez dans des cantines d'entreprise aux États-Unis, vous avez le PDG qui est là et qui mange avec l'informaticien chevelu en tongs. Et ils échangent, ils mangent, ils partagent leur repas. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Nous, on est encore sur une société où le statut a beaucoup d'importance et c'est des comportements quand même qui sont assez rares. Alors ça change dans les jeunes entreprises fondées et dirigées par des gens plus jeunes. Hein, ce trait culturel change un peu. Mais c'est très très important effectivement de faire tomber, de se dépouiller de sa panoplie de patrons quand on discute aux gens. Ça ne veut pas dire que les autres en face l'oublient. Mais il n'y a pas de privilège à faire valoir parce que on est le patron de l'entreprise, au contraire. Formation des autres. La mission du manager, c'est d'apprendre aux autres à faire ce qu'ils ne savent pas faire. Et c'est comme ça que leur autorité va s'asseoir. Quand votre supérieur hiérarchique, il vous dépanne systématiquement quand vous êtes embêté par une tâche que vous ne maîtrisez pas, vous dites ce monsieur est compétent et je vois très bien pourquoi ce monsieur est mon supérieur hiérarchique ou cette dame. D'accord ? Ça légitime totalement l'autorité. C'est la compétence qui légitime l'autorité. Très important ça. Animation, eh ouais, ce sont des équipes et donc les équipes, il faut les animer pour qu'elles avancent dans le bon ordre. Hein, donc en interne, c'est extrêmement important de savoir mobiliser en parlant, en invectivant. C'est très très important. Et puis du professionnalisme, ça c'est le dirigeant, s'il n'est pas professionnel, il peut guère demander à ce que ses salariés le soient. Hein, donc là, il y a aussi quand même l'exemplarité qui est importante. C'est quoi un professionnel ? Eh bien, c'est de faire sérieusement son travail, hein, et d'être responsable des résultats de son travail. C'est ça un professionnel. Hein, c'est pas les autres, c'est pas assumer sa responsabilité. Donc la valeur exemplaire du chef d'entreprise est très importante à ce niveau-là. Alors, elles peuvent mettre en place, ce n'est qu'une proposition, puisque c'est cette théorie qui date de... Pareil, 1989, je crois, ce bouquin. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est 1989. Donc c'est l'époque, effectivement, où le modèle japonais déboule en Europe. Donc elles mettent en place le projet partagé des 5 zéros, parce que derrière ces 5 zéros, si vous voulez, il y a toutes les qualités, là, toutes les caractéristiques dont je viens de vous parler. Donc le zéro panne, le zéro délai, le zéro défaut, le zéro stock, le zéro papier. Ok, alors, je vous ai dit que ce sont des slogans mobilisateurs. Ça n'existe pas dans les entreprises, tout ça. C'est tendre vers. Hein, c'est un idéal type. L'entreprise idéale, il se passerait ça. D'accord ? Et très très important, pour moi, c'est la contribution la plus importante de Seriex, parce que c'est une contribution personnelle de Seriex. Il ajoute un autre zéro, le zéro mépris. Et ça, dans l'entreprise contemporaine, ça me paraît essentiel. Par exemple, il y a beaucoup de leaders dans les secteurs d'activité, d'entreprises leaders, qui méprisent leurs concurrents. Qu'est-ce qu'on fait quand on méprise son concurrent ? Quel est l'état d'esprit ? Je suis le meilleur, ils ne sont pas bons. C'est même pas la peine que je me préoccupe d'eux, ils ne sont pas bons. Je suis le meilleur. Ça va induire quoi ? Quand on méprise ses concurrents, c'est ça. Hein. Pas de remise en cause, donc pas d'évolution. Je suis leader, je ne le serai plus. Hein, ça, c'est dans l'histoire des entreprises, c'est énorme. Toutes les entreprises qui ont été à un moment donné très très en avance sur leur challenger, elles se sont fait avoir. Péché d'orgueil. Nous sommes les meilleurs. D'accord ? Jusqu'au jour, évidemment, quand on passe son temps à se gargariser avec ce slogan « Je suis le meilleur », les autres, pendant ce temps-là, ils travaillent, quoi.
Je pourrais vous raconter, je vous raconterai un jour l'histoire d'IBM qui a failli passer à la trappe à cause de ce problème. Problème d'ego démesuré de la firme par rapport à sa position et à son rôle exceptionnel dans l'informatisation du monde. Donc, zéro mépris par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients. Une entreprise qui méprise ses clients, elle ne dure pas longtemps, tout à fait, Laura. Parce que, évidemment, comment voulez-vous apporter des satisfactions ou des solutions satisfaisantes à des clients que vous méprisez? La seule chose qui vous intéresse, c'est le paiement du client. Et vous oubliez que ce paiement du client est la contrepartie d'une satisfaction. Vous oubliez le côté satisfaction. Ça ne va pas marcher longtemps, tout à fait. Et surtout, ne pas mépriser son personnel. Très très important, ça c'est une attitude du management du haut de la pyramide hiérarchique jusqu'en bas. C'est-à-dire que tout le monde est digne de considération dans l'entreprise. Il n'y a pas de petites mains, il n'y a pas de personnel plus important que d'autres. Tout le monde contribue, chacun à son niveau, certes. Tout le monde contribue à l'œuvre commune. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire sentir au personnel. Pas gagné non plus, ça. Cette valeur de mépris n'est pas gagnée. Donc c'est très très intéressant de rajouter ça, quoi. Voilà pour nos amis Archi et Serviex. Donc on peut tirer cette magnifique conclusion. Les entreprises du troisième type seront celles, donc ça veut dire qu'elles n'existaient pas encore à l'aube des années 90, seront donc celles qui sauront mobiliser la ressource humaine autour d'un projet partagé, mettre en place la qualité totale par la politique des 5-0, une politique d'écoute et de concertation. Donc l'aspect relations humaines transpire dans cette préoccupation de l'entreprise du troisième type.